Bienvenue à cette conférence numérique dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie à propos d'un des sites préhistoriques français les plus célèbres, le site d'Étiolles, situé en bord de Seine sur la commune du même nom, près des villes actuelles d'Évry et de Corbeil. Étiolles, un site vieux de 15 000 ans, qui figure dans une collection de sites internet du ministère de la Culture, la collection Grand Site Archéologique où il voisine, vous le voyez, avec la grotte Pain de Chauvet et la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner de près à quoi tient cette notoriété. Je vous propose d'examiner à quoi tient cette notoriété et du coup de voir ensemble quel type de recherche se déroule à Étiolles depuis presque 50 ans. Des recherches soutenues par le ministère de la Culture et aussi par le Conseil départemental de l'Essonne, propriétaire du terrain des fouilles, avec diverses autres institutions en appui, notamment l'Université Paris 1 où je suis professeur, et une université allemande aussi, car Étiolles est un lieu de coopération internationale. Étiolles est un lieu de coopération internationale où affluent habituellement chaque été des étudiants du monde entier. C'est une école de fouilles où ont été formés près de 2000 stagiaires archéologues en 50 ans. Si les étudiants affluent à Étiolles chaque année, c'est qu'il s'agit d'un centre de recherche actif auquel collaborent actuellement une quinzaine de spécialistes sur des thématiques aussi diverses que la datation par le carbone 14, la géologie ou bien le travail du silex. Toutes ces recherches alimentent directement diverses actions de valorisation, notamment toutes celles que développe le Conseil départemental de l'Essonne avec l'aide de l'association Archéomédia. Tout cela démarre en 1971 avec le tout premier sondage après la découverte de silex dans les labours par des archéologues amateurs. Ensuite, à partir de 1972, les fouilles régulières ont lieu tous les étés sous la direction d'abord d'Yvette Taborin, professeur à l'Université Paris 1. Ces fouilles commencent dans des conditions assez précaires, qui s'améliorent ensuite dans les années 1980, quand le conseil départemental achète le terrain. Durant de nombreuses années, l'équipe de recherche a donc été dirigée par Yvette Taborin, en bas à droite, et par Nicole Pigeot au centre, qui était également professeur à Paris 1. Elle a été dirigée aussi par Monique Olive, en bas à gauche, qui elle est toujours à mes côtés depuis que j'ai repris la coordination des travaux en 2017. 3 générations sont donc aujourd'hui présentes à Étiolles, la génération des fondateurs avec Monique Olive, la mienne, et aussi des chercheurs plus jeunes, quelques-uns de mes anciens étudiants notamment, qui pourront assurer la relève. Ajoutons que les 3 pionnières ont été, elles, les élèves d'une figure très importante de l'archéologie préhistorique. Cette figure très importante de l'archéologie préhistorique, c'est André Leroy-Gourhan, qui est guidé ici sur cette photo, à Étiolles même, par Yvette Taborin. André Leroy-Gourhan, qui est alors professeur au Collège de France et qui avait révolutionné les méthodes de recherche en préhistoire dans les années 1960-1970, notamment sur le site proche d'Étiolles de Pincevent. Étiolles étant un des lieux où les nouveaux principes ont été immédiatement mis en œuvre par Yvette Taborin et son équipe. Ces nouveaux principes de recherche, initiés par Leroy-Gourhan, consistent en une fouille très minutieuse, qui paraît banale aujourd'hui, une fouille avec parfois, quand il le faut, des instruments délicats, notamment des outils de dentiste et des pinceaux, de façon à retrouver l'emplacement exact de tous les vestiges. Et la fouille minutieuse s'accompagne de protocoles rigoureux pour enregistrer très précisément ces emplacements qu'occupent les vestiges. Nous actualisons en ce moment ces protocoles d'enregistrement des vestiges en profitant de toutes les avancées techniques qui facilitent le relevé sur le terrain, par exemple l'usage de tablettes numériques. Il y a donc toujours eu à Étiolles une dimension qu'on pourrait qualifier de recherche et développement, puisqu'on y teste des méthodes qui pourront être appliquées ailleurs, par exemple sur des fouilles préventives, celles qui sont préalables aux travaux d'aménagement du territoire, des fouilles qui exigent de la rapidité et de l'efficacité, donc des méthodes éprouvées. Précisons enfin l'essentiel, si Étiolles est un cadre idéal pour cette créativité méthodologique, c'est que la conservation des vestiges est optimale pour une période aussi reculée, moins 15 000 ans donc. Rien n'a bougé depuis, tous les vestiges sont à la place qu'ils occupaient quand les nomades levaient le camp. La raison, c'est que chaque campement, une quinzaine au moins, se sont succédés. Chaque campement a été recouvert par les limons doux qui ont été déposés lentement
par les inondations saisonnières successives de la Seine il y a 15 000 ans. Rien n'a bougé, et c'est pour cela que l'on parle parfois, à propos d'Étiole, de Pompéi de la préhistoire, même s'il n'y a pas eu de catastrophe, et si seules les pierres et les os sont conservés. Au bout de 15 000 ans, les matériaux plus fragiles, comme le bois d'arbre par exemple, ou les fourrures, ont totalement disparu. Pour autant, la conservation reste exceptionnelle vu l'ancienneté. À l'échelle de l'Europe tout entière, on ne compte qu'une toute petite dizaine de gisements de cette époque et de cette qualité, et en ce moment, Étiole est le seul en cours de fouille. Et c'est donc au moins une quinzaine de campements saisonniers successifs qui a été fossilisé, comme on le devine sur l'image, en bas à droite, avec des fouilleurs sur des marches d'escalier artificielles. En fait, ce sont des portions de campements plus récents que celui sur lequel marche Yvette Taborin, plus récent et donc plus haut dans l'empilement des couches. Voilà donc en quoi consiste le trésor archéologique d'Étiole, un véritable millefeuille avec des campements nomades d'il y a 15 000 ans, empilés dans d'importantes accumulations de l'immonde inondation de la Seine. Cette accumulation miraculeuse s'explique par une situation de confluence entre la Seine, que l'on voit en bleu sur l'image aérienne de gauche, et ce qui correspond aujourd'hui à un ruisseau, le rue des Aulres. C'est précisément au lieu-dit Les Coudrais, acheté par le conseil départemental, que se déroule l'essentiel des recherches depuis 1971, avec plusieurs zones successives de fouilles qui sont schématisées au milieu de la diapositive. Et dans ces zones, on trouve donc une quinzaine de campements superposés, dont l'étagement, lui, est schématisé à droite. Il y a 15 000 ans, il faut imaginer à la place du rue des Aulres une assez grosse rivière intermittente et éventuellement impétueuse. Quant à la Seine, non encore canalisée bien sûr, elle ressemblait, comme le suggère l'image de droite, aux grands fleuves actuels du Canada ou de Sibérie, des fleuves très larges avec de multiples chenaux entrecroisés, et cette Seine, on peut estimer sa largeur il y a 15 000 ans à 200 mètres à peu près, donc 2 fois la largeur actuelle. Il y a 15 000 ans, on est en effet à la fin des temps glaciaires, dans des paysages de steppe très différents d'aujourd'hui. La géographie aussi était différente, avec de grands glaciers sur les montagnes et sur le nord de l'Europe, et aussi, comme on le voit en bas à gauche, une continuité entre le continent actuel et la Grande-Bretagne, le niveau des mers étant plus bas alors de 100 mètres. C'est donc dans cet environnement très particulier qu'évoluaient les gens qui ont fréquenté Étiole il y a 15 000 ans. Ces gens nous ressemblaient beaucoup physiquement, ils sont de la même espèce que la nôtre, des Homo sapiens. On dit aussi parfois des hommes de Cro-Magnon pour cette période ancienne de notre espèce. Des Homo sapiens, il y en avait en Europe depuis moins 40 000, et ils y ont succédé à Néandertal, dont on connaît au passage plusieurs habitats près d'Étiole. Les Homo sapiens ont remplacé Néandertal, et on leur doit Chauvet vers moins 36 000, et Lascaux ensuite vers moins 20 000. Et c'est donc vers moins 15 000 qu'ils venaient à Étiole. À l'époque, ils vivaient de chasse et un peu de cueillette. Les premières pratiques agropastorales venues du Proche-Orient n'apparaissent en effet dans notre région qu'avec ce qu'on appelle le néolithique, vers moins 7000, donc 8000 ans après l'occupation principale d'Étiole. À Étiole, ce sont donc des chasseurs-cueilleurs, et ce sont des nomades très organisés, planifiant leurs déplacements en fonction des ressources saisonnières. On y reviendra. En attendant, un mot sur ce qui se passe ailleurs en Europe vers moins 15 000. C'est l'époque de pleine expansion d'un vaste courant culturel qu'on appelle le magdalénien, en référence à un grand site de Dordogne, qu'on voit en bas à gauche, un site où on en a repéré en fouille des manifestations éclatantes dès le XIXe siècle. Le courant culturel magdalénien, dont les habitants d'Étiole étaient porteurs, a laissé des traces depuis l'Espagne jusqu'à la Pologne, la Scandinavie et l'Angleterre actuelle. C'est un courant culturel qui se manifeste par des façons particulières de fabriquer les instruments quotidiens en silex et en matière osseuse, que vous voyez donc en haut à gauche. Et je rappelle qu'il n'y a pas de métal utilisé, connu en Europe, pas avant moins 5000. Un courant culturel magdalénien qui se manifeste aussi par des goûts spécifiques en matière de bijoux, qui sont évoqués en haut à droite de la diapositive, et qui se manifeste aussi par des façons particulières de voir le monde, qui se traduisent en symboles animaliers particuliers qui ont été dessinés sur les parois des grottes ou sur des objets, plus exactement peints, gravés ou sculptés. On va revoir tout cela en détail à propos de ceux que l'on nomme par raccourci les Magdaléniens d'Étiole et qui étaient porteurs de ces valeurs culturelles.
Plus à l'est en Europe, d'autres techniques, d'autres symboles, d'autres courants culturels s'affirment à la même époque. Revenons au paysage de l'époque autour d'Étiole. Ce sont donc essentiellement des steppes composées de grandes prairies de graminées avec des arbrisseaux, quelques arbustes également du genre genévrier ou petit bouleau et saules, voire exceptionnellement quelques arbres comme des pins en bord de rivière. Quant au climat, il était sans doute très froid et proche de celui de la Sibérie actuelle. C'est le cheval, et surtout le renne, qui constituaient les gibiers principaux des gens qui venaient à Étiole à cette époque. Dans les différents campements d'Étiole, c'est à la belle saison, quelque part entre le printemps et l'été, que les Magdaléniens venaient chasser ces gibiers. C'est l'étude du degré d'éruption des dents sur les mandibules de jeunes rennes de moins d'un an qui l'indique. On peut calculer ainsi leur âge au moment de l'abattage, et comme les rennes naissent vers la fin mai, on peut déterminer la saison d'abattage. Ce qu'on ne sait malheureusement pas, c'est la durée précise de ces séjours saisonniers à chaque fois. On ne sait pas combien de semaines les gens demeuraient à Étiole, nous n'avons pas de méthode encore pour l'estimer. L'abattage des rennes et des quelques chevaux se faisait au moyen de pointes de saguet fabriquées dans des ramures de rennes. Elles étaient nécessairement accrochées au bout de hampes en bois végétal qui ont disparu, car le bois végétal se conserve très rarement sur de telles durées, comme je le disais tout à l'heure. On retrouve en revanche à Étiole quelques pointes en ramures de rennes usagées. Les ramures de rennes faisaient partie de toutes les nombreuses ressources que ces animaux apportaient, étant véritablement au centre de l'économie magdalénienne, si bien qu'on parle d'ailleurs parfois d'âge du renne pour cette époque. Parmi les ressources, il y a aussi la viande, bien sûr, les tendons aussi, dont le prélèvement est attesté, la peau également, dont le travail a laissé des traces microscopiques sur certains outils en silex. Quant aux ramures, elles ont donc servi pour pas mal d'instruments, des pointes de saguet on l'a vu, mais pas seulement, des poinçons aussi par exemple pour la couture des peaux. On revoit ici au centre une pointe de saguet usagée, et puis aussi des ramures qui ont été abandonnées après qu'on en ait extrait des baguettes destinées à être façonnées en pointe neuve. On voit bien sur l'image à gauche au milieu le négatif d'une de ces baguettes qui a été extraite, comme on le montre en haut à gauche. Le long de ces pointes, les Magdaléniens ont souvent collé des petits tranchants en silex, c'est évoqué à droite, des petits tranchants acérés comme des lames de rasoir, des lamelles, on dit, destinées à faciliter la pénétration des saguets dans les proies. Ces lamelles sont donc un des objectifs de la taille du silex à Étiole. L'autre objectif étant ce qu'on appelle des lames, la version agrandie des lamelles, qui permet d'obtenir les outils de tous les jours. Des outils fabriqués sur lame qui permettent notamment de tirer parti du gibier, des lames tranchantes pour le découper, des couteaux en somme, également des lames dont le bout a été volontairement arrondi par des petites retouches pour gratter ensuite les peaux et enlever la viande qui est accrochée sans déchirer la peau, de façon à la prêter ensuite, par exemple en vêtements. Alors ces outils à bout arrondi, on appelle ça des grattoirs, et aussi des lames appointées, qu'on appelle des burins, appointées par exemple pour extraire sur les ramures de rennes les baguettes, celles-ci étant façonnées ensuite en pointe de saguet. Tous ces usages se détectent sur les outils en silex en observant à fort grossissement, par exemple au microscope, les parties actives de ces outils qui portent des traces d'usure discrètes mais caractéristiques de tel ou tel usage. Lames et lamelles ont été fabriquées pour la plupart sur de grands blocs d'un excellent silex qui affleurait à 400 mètres à peu près du site. Un silex très homogène, sous forme de grosses dallettes, voilà qui faisait une part de l'attrait du site. L'équipe a étudié de très près la manière de tailler ce silex en réassemblant les fragments découverts pour reconstituer minutieusement les dallettes d'origine et suivre ensuite un par un les gestes des tailleurs préhistoriques, un peu comme si on se plaçait derrière leur épaule. On reconnaît dans ces gestes des manières de faire caractéristiques du courant culturel magdalénien. On reconnaît aussi des touches personnelles avec deux extrêmes. D'une part, en bas à gauche, des savoir-faire tâtonnants, qui sont la marque d'apprentis, sans doute des enfants. De l'autre, de véritables performances en termes de longueur. Des lames parfois de plus de 40 cm sont des véritables prouesses que ne savent pas encore accomplir les chercheurs d'aujourd'hui qui tentent de reproduire les techniques de taille préhistorique. Des prouesses dues à quelques maîtres tailleurs. Et les études ont montré que non seulement ces maîtres tailleurs avaient accès aux meilleurs silex, mais aussi qu'ils taillaient au plus près des foyers.
tandis que les apprentis, eux, s'entraînaient à l'écart sur du silex moins bon ou sur des déchets de taille laissés par les grands tailleurs. Voici au centre l'apparence possible des habitations circulaires, limitées parfois, comme on le voit en haut à droite, par un cercle de meulière, servant probablement à caler une couverture. Pour l'évoquer, on s'est inspiré de huttes coupolaires, encore en usage chez les populations actuelles nomades de Sibérie. Et au centre de ces habitations, on trouve, en haut à droite et également au milieu et en bas, toujours à droite, on trouve des grands foyers de diverses formes, appareillés de pierres réfractaires, généralement des pierres meulières également. Plusieurs habitations et leurs dépendances coexistaient dans chaque campement, comme on le voit en haut à gauche sur le plan d'un campement qui a été fouillé sur 700 mètres carrés, qui a été étudié très en détail. En réassemblant les silex, on a pu montrer qu'une des habitations a reçu pas mal de ces lames de l'autre habitation où œuvraient un ou plusieurs très bons tailleurs. Et on en déduit qu'il y avait probablement des liens forts, sans doute familiaux, entre les occupants des deux habitations. Ainsi, sur un gisement aussi bien conservé qu'Étiole, en poussant les études au plus loin, on peut reconstituer, vous le voyez, des bribes de sociologie préhistorique. Et il arrive même que l'on aborde le monde des croyances. On a découvert ainsi, parmi les pierres de ce foyer, un témoignage unique sur la vie spirituelle des Magdaléniens. Un galet en calcaire qui, après avoir été orné, avait rejoint la sphère profane en servant de simples pierres réfractaires. Auparavant, ce galet de calcaire, qui avait été ramassé dans la Seine par les Magdaléniens, avait été gravé par eux de symboles animaliers dans le plus pur style magdalénien, celui que l'on retrouve à la même époque dans des grottes peintes de Dordogne et des Pyrénées, comme la grotte de Rouffignac ou celle de Niaux. Sur une face, on voit un cheval et deux rennes intriquées et tête bêche, ce que l'on voit en bas à gauche. Sur l'autre, la face qui tourne, un cheval peut-être mort, l'œil fermé, la langue tirée, les pattes étirées comme s'il était sur le sol, et on voit une sorte de flèche schématique sur son poitrail. Et puis derrière lui, une créature monstrueuse, comme on en trouve parfois dans l'art préhistorique. Ici, un être sur deux jambes avec des seins, affublé d'une tête de félin aux bras prolongés de griffes. De toute évidence, c'est un fragment de mythe puissant qui est conservé là, et c'est ça qui fait de l'œuvre une pièce maîtresse de l'art préhistorique. C'est d'ailleurs ce qui a incité récemment l'écrivain Jean Rouault à partir du galet, il figure en jaquette de son livre, en haut à droite, partir du galet pour une interprétation personnelle et poétique de l'art préhistorique. Voici en tout cas un témoignage unique dans le nord de la France qui relie fortement Étiole au grand foyer d'art magdalénien du sud-ouest de l'Europe. Il existe un autre lien très concret. Ce lien très concret, à longue distance, ce sont quelques coquillages détachés de bijoux, colliers ou bracelets, des coquillages qui proviennent des rivages de l'Atlantique de l'époque, et qui ont donc été sûrement acquis, ces coquillages, par échange. Ils matérialisent donc les réseaux d'alliances à longue distance. D'autres coquillages de parure viennent de bien plus près, notamment des gîtes fossilifères de la région d'Oudan, à 80 km environ d'Étiole, dans les Yvelines. Ça, c'est une distance qui a éventuellement pu être franchie au cours de déplacements nomades saisonniers. Vous vous souvenez en effet que les gens venaient à Étiole à la belle saison, qu'ils en repartaient et qu'ils revenaient régulièrement. À quel rythme, on ne sait pas. Est-ce qu'ils venaient tous les ans, ou bien tous les 2 ans, ou 5 ans? Nous n'avons pas de moyens pour le dire pour le moment. Alors, où allait-il entre-temps, quand il n'était pas à Étiole? Alors, peut-être les Magdaléniens d'Étiole allaient-ils ensuite en face au Tarteret, en rive gauche, à Corbeil-Essonnes, où 3 gisements sensiblement de même époque ont été découverts, l'un d'entre eux, les Tarterets 3, faisant l'objet de fouilles depuis 2019. C'est donc la même époque qu'Étiole, mais on ne connaît pas encore les saisons, et voilà pourquoi notamment on y fouille, pour essayer de le savoir. Les Magdaléniens d'Étiole ont donc nomadisé à plus grande échelle encore, jusque vers Oudan, on l'avait vu. Et ils sont passés aussi par Chartres, Nemours et Montereau, où ils ont fabriqué quelques outils en silex qu'ils avaient en poche en venant à Étiole. Ils les ont abandonnés sur place. Des petites trousses de voyage en somme. Peut-être d'ailleurs connaissons-nous déjà quelques-unes de leurs étapes, puisqu'une vingtaine de gisements magdaléniens au total sont connus en région parisienne.
Il s'agit de silex caractéristiques trouvés dans des champs parfois, de fouilles préventives aussi, et puis également 3 sites aussi bien conservés ou presque qu'Étiole, dont le célèbre gisement de Pincevent. Étiole étant le seul de ces 4 gisements encore en fouille. Revenons maintenant à notre gisement à Étiole pour évoquer brièvement ce qui se passe après le Magdalénien. Le réchauffement s'accélérant, de petites forêts se développent et c'est dans ce contexte qu'a lieu le passage rapide vers moins 14 000 d'un groupe appartenant à un courant culturel très différent, l'asilien. C'est un des résultats des fouilles récentes, de même qu'on a détecté un autre passage rapide, encore plus tard, à l'époque des tout derniers chasseurs-cueilleurs de la région, vers moins 8000, 1000 ans donc avant l'apparition dans la région des premiers paysans. Ces premiers paysans n'ont pas laissé de traces sur notre fouille à Étiole pour l'instant, et les époques plus récentes sont peu représentées aussi, sans doute parce qu'on est alors plutôt dans des zones de champs inondables, pas loin de la Seine, comme aujourd'hui, et pas dans des zones d'habitat. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter sur nos recherches à Étiole, avant de vous y accueillir un jour en visite. Merci de votre attention.